Bien, on va essayer de vous présenter avec Véronique, dans ce court exposé, notre opinion sur les principes de base qui régissent et peuvent justifier l'utilisation d'un traitement de dessal. En effet, quand est-ce qu'on dessale? C'est une question qui peut se poser assez souvent, et on sait par la suite généralement qu'après les traitements de restauration qu'on peut avoir quelques problèmes. Donc on a essayé de réfléchir et d'exposer un petit peu l'état actuel de nos réflexions. Alors, donc on dessale effectivement dans différents cas, notamment quand les dégradations sont fortement exprimées et généralement lorsqu'on a une présence manifeste de sel visible. S'il n'y a pas de dégradation, il y a plusieurs cas où on est tenté et on est généralement amené à décontaminer un support, quel qu'il soit sur un édifice ou sur un objet, notamment quand on va changer la destination de l'objet, de la pièce. Voilà, donc ça vient plusieurs fois. Soit l'objet donc est transféré d'un endroit à un autre pour un objet de petite taille, soit on va changer les conditions dans le cadre d'un changement de destination d'un édifice, c'est-à-dire assainissement, mise en place de chauffage, autre chose comme ça. On va aussi dessaler généralement lorsqu'on a la connaissance d'un apport potentiel de sel par le passé, c'est-à-dire que, en fonction de la destination d'un édifice, bon nombre de nos anciens édifices ont été utilisés comme site de stockage de sel, d'activités un peu particulières qui ont pu amener effectivement la pollution des supports et du substrat. Et puis enfin, lorsqu'il y a une prévision d'un traitement de consolidation et de refugation, c'est très bien que le traitement de dessalement permet un meilleur rendement, une meilleure efficacité de ces traitements. Voilà. Alors comment mettre les sels en évidence et pourquoi de les analyser? L'amalgamage se fait généralement en 3 points. Un premier point qui peut être ici une observation macroscopique in situ, qui est généralement faite par les restaurateurs. Un deuxième point qui est la mise en évidence sur le terrain ou en atelier de ces sels, qui est là aussi généralement fait en amont, soit par les restaurateurs, soit par les laboratoires. Et puis après, l'approche proprement dite du laboratoire. Alors, l'approche sur le terrain, voici ici encore, on a déjà vu une photo de ce site-là, puisque c'est Saint-Philibert de Dijon qui a fait. Donc c'est un mur qui a fait l'objet d'un relevé cartographique par le LRMH. C'est le premier point à faire. Alors ça, généralement, quand il y a une grosse étude comme sur Saint-Philibert, ce sont les laboratoires qui s'en chargent. Souvent, c'est le restaurateur qui réalise cette étude, si elle arrive. Voilà, et ça va passer à l'autre, non? Donc voilà un peu le résultat où on a cartographié en fait tous les habitus de la présence de sel avec leurs différentes morphologies, les différents types d'expression des altérations, parce que ce sont des morphologies visibles. Ça ne veut pas dire que l'altération est différente, mais en fait elle s'exprime différemment en fonction de sa position sur le mur. Avec ici, un certain nombre je ne commenterai pas puisque je ne l'ai pas fait, donc je ne connais pas tout, mais en fait je sais que la partie en bas ou qui est entre, alors si je ne me trompe pas, voilà ici là, il limite en fait un voile blanc qui est essentiellement composé, si je ne me trompe pas, de sulfate de calcium. Puis après on a différents types de morphologie des sels, donc là sous forme d'efflorescence, ici sous forme de croûte en rouge, et puis après on a ici les problèmes qui se montrent sur les dégradations du mortier de jointoiement, et puis après sur les pierres mêmes avec différentes intensités et morphologies de ces dégradations. On n'a pas bien appuyé. C'est trop complexe. Voilà. Ça va finir. Soulagement de conférence. Voilà.
mise en évidence sur le terrain et l'atelier. Alors là, on parle après de techniques, un petit peu de mise en évidence et de caractérisation. Alors, ce sont des techniques qui sont utilisées sur le terrain, soit on peut voir l'utilisation de papier pH ou de... Bon, il faut savoir quand même que les sels, ce sont en majorité des espèces neutres, donc quand on les met en solution, normalement le pH ne doit pas varier. Hein. C'est du NaCl qui en est 10 grammes par litre ou pas du tout, vous aurez toujours un pH 7 si vous trouvez à 7 au départ. Il n'y a pas de problème de dissociation dans l'eau. Seuls les carbonates, généralement, sont légèrement alcalins et on a quelques espèces salines qui sont légèrement acides. Mais bon, c'est pas de... Par contre, c'est quand même relativement intéressant, notamment à la suite à certains traitements, parce qu'il reste des fois des restes de produits, notamment des lessives alcalines ou des choses comme ça, et qui là sont facilement mises en évidence. Après, on a des détections un petit peu plus complexes avec des bandelettes ou la conductimétrie qui permet d'apprécier la quantité sur un petit prélèvement de teneur en éléments qui vont dissocier, hein, en ion et en cation. C'est aussi très approximatif, hein, ça permet aussi de suivre des traitements de dessalement pour voir la baisse de la conductivité, permet de voir un petit peu la baisse de la salinité des solutions, l'extraction. Il y a des bandettes avec des indicateurs colorés, notamment pour les nitrates et d'autres sels. C'est relativement délicat parce que c'est des choses qui sont quand même relativement délicates. Ça donne une idée, ça n'a rien de technique quantitative réellement. Ça permet, dans certains cas, de trouver les sels en présence. Après, on passe à d'autres techniques qui sont les analyses plus spécifiques, ce sont les analyses de laboratoire. Alors, il y a deux grands types d'analyses, hein, les analyses qualitatives et les analyses quantitatives. Dans les analyses qualitatives, eh bien, il y a une seule grande technique qui permet de caractériser et d'identifier les espèces cristallines, c'est-à-dire la présence de sel, là où les ions sont combinés à l'état solide. Voilà, c'est la diffraction, hein, la diffraction de rayons X. C'est une technique qui est dite non destructive parce qu'on fait un prélèvement effectivement, mais le prélèvement peut servir à autre chose, c'est-à-dire qu'on peut caractériser, identifier les espèces présentes et après les quantifier par d'autres techniques. Avec les moyens modernes et quelques techniques spécifiques, on peut descendre relativement bas jusqu'à des prélèvements qui vont moins d'une quinzaine de milligrammes. Hein. On peut même travailler sur des très, très petits prélèvements. C'est une technique assez rapide. Le seul ennui, c'est qu'elle n'est pas, elle a un seuil de détection qui est relativement faible, important. On ne va pas descendre dans la caractérisation des espèces salines à moins de 0,5% de l'espèce dans un mélange global d'une poudre d'échantillon. Ça dépend un petit peu des cristallités ou des choses comme ça, mais disons que c'est relativement délicat. En plus, il faut savoir qu'on travaille sur des sels, et que pour pouvoir savoir quels sont les sels qui apparaissent, il faudrait pouvoir travailler, et certains laboratoires en ont, mais pas tous, des cellules à humidité contrôlée, puisque lorsqu'on va travailler en laboratoire, on va trouver un sel qui n'est pas forcément présent sur le site, ou qui n'intervient pas, puisqu'on n'a jamais à atteindre son hygrométrie relative, donc il sera de stabilité, d'équilibre, et il ne sera jamais donc présent sur le site. On va avoir affaire à d'autres séries de sels. Donc ça, c'est des cellules qui sont assez lourdes. On en trouve cellules au laboratoire, mais c'est assez lourd et c'est pas assez immédiat. Mais c'est très intéressant pour voir l'évolution dans un climat donné que l'on a relevé sur site de la présence des sels et de leur cristallisation, des espèces réellement présentes. Voilà. Donc les analyses quantitatives, alors là, elles sont toutes généralement destructives, hein, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement, mais le prélèvement, lui, il va être mis en solution, puisqu'on travaille sur des sels, donc des espèces solubles, hein, donc on va les mettre en solution généralement dans l'eau distillée. Ce sont des prélèvements, alors avec ces techniques quantitatives qui sont beaucoup plus, précises. On va aller à des taux des masses d'échantillons beaucoup plus faibles, hein, on peut aller on a travaillé sur des masses de l'ordre de 1 à 2 mg, sachant qu'après on a des difficultés de pouvoir doser tous les sels quand même, hein, mais disons qu'on peut au moins en approcher quelques-uns, notamment les anions. Donc on va sécher nos échantillons, ne parlons pas du prélèvement ici, mais donc il peut être extrêmement réduit. C'est toujours un petit peu déplaisant de trouver sur un monument un prélèvement pour sel qui fait plus du centimètre de diamètre. Donc après la mise en solution, filtration, on récupère des solutions et on va utiliser pour les anions différentes techniques, mais surtout la chromatographie ionique, hein, parce qu'on peut travailler
On peut travailler en colomérène, des choses comme ça. Donc pour les anions, ce sont donc les chlorures, les sulfates et les nitrates, en règle générale, sachant que les phosphates ne sont pas solubles dans l'eau pour la plupart, donc c'est pas la peine de les rechercher, et que les carbonates dépendent énormément de l'équilibre calcio-carbonique, et que dans nos solutions d'extraction, on ne va pas savoir si le carbonate qu'on a, puisque souvent on peut travailler en plus sur des milieux calcaires, on va avoir dissolution de calcite, donc les carbonates, c'est intéressant de les suivre, je ne sais pas dans quel cas. C'est mon opinion et je la partage. Voilà. Donc pour le dosage des cations par spectrométrie d'absorption atomique, émission de flamme ou autre, hein, ça se fait aussi en chromatographie iodique, mais c'est un système un peu différent et les deux systèmes sur le même appareil, c'est un petit peu lourd à entretenir. Voilà. Donc on obtient après des résultats de concentration. On va revenir si ça veut. Voilà. On peut passer, voilà. En pourcent, c'est ce qui s'est le plus souvent recommandé. Nous, on l'exprimait, donc le laboratoire ERM par le passé, en grammes par kilo. Véronique vous expliquera pourquoi. Et moi, je pense que les deux expressions sont très bonnes. Voilà. Donc on va passer juste un petit cas rapide. Ici on est sur une façade d'un immeuble parisien un peu sculpté, qui est en voie de restauration et de traitement de nettoyage. Des images prêtées aimablement par M. Buleger. On a des problèmes de dégradation de la pierre, comme assez souvent sur sur ces façades-là qu'on subit de nombreux traitements. Et on va trouver ici en fait des zones où on a des voiles blancs avec des zones de desquamation ici et puis des zones d'altération plus importantes. Donc voilà les types de prélèvements qu'on peut faire. Hein. Ici c'est un prélèvement bon, ça fait rien, on va laisser. Donc on a fait un forage de 5 mm à 3 profondeurs. On a fait un profil de façon à pouvoir mesurer la contamination aussi bien en surface, où là on sait souvent que pour certains sels on a des concentrations, et aussi la contamination de fond qui est très importante, notamment pour les problèmes de dessalement. Voilà, donc voilà ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans l'exposé précédent, le résultat exprimé en sel, dosage des anions, solvants, c'est bien. Donc ici, d'après, on le verra aussi un peu plus tard, les recommandations actuelles, on a un support qui est peu salé, hein. On a dosé les chlorures, les sulfates, les nitrates. En surface, on a 2,07% de nitrates. Ça veut dire qu'on a une croûte de sulfatation un peu plus importante à la surface, il n'y a pas de problème. On les peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de traitement de dessalement. Le seul ennui, c'est que lorsqu'on fait un autre type d'analyse, ces sulfates, on sait que c'est des sulfates, mais lorsqu'on a fait un petit grattage à côté, voilà, on fait de la diffraction. Donc on trouve bien sûr la calcite qui est le matériau du support, peut-être aussi un petit peu en précipitation superficielle, du gypse, normal, et puis vient apparaître la thénardite qui est un sulfate de sodium qui lui par rapport au gypse est beaucoup plus néfaste et nocif pour les supports, hein, puisque c'est un sulfate de sodium extrêmement sensible à l'hygrométrie. Donc il va avoir, sous l'effet des variations de l'hygrométrie ambiante, des cycles de cristallisation, reprécipitation, cristallisation, dissolution, pardon, très important et fréquent. Voilà, donc lorsqu'on ne dose que ces trois éléments, et c'est ce qui est le plus fréquent dans les analyses de sel, hein, pour votre laboratoire c'est ce qu'on reçoit le plus souvent, on aurait juste dosé le sodium, on verrait que là par contre on commence à avoir des teneurs qui sont extrêmement importantes et qu'on peut voir que la simple détection des sulfates n'est pas suffisante et que la présence ici importante de sulfate de sodium nous aurait mis la puce à l'oreille et de rechercher cette espèce cristalline. D'autre part, pour la suite du chantier, la prospection sur la façade est beaucoup plus simple, puisqu'on n'a plus besoin de chercher chlorure, sulfate, nitrate, puisqu'on est à peu près sûr qu'il n'y en a pas, puisqu'on avait fait quand même une certaine répartition. Après, pour localiser la présence de ces sels indésirables, on a juste à doser la présence de sodium, qui en fait en plus voilà. Maintenant,
comme je n'ai pas été très courtois et que normalement ce sont les dames qui parlent en premier, je vais passer la suite. Bien. François vous a donc expliqué que dans le cas précédent, les teneurs en sulfate étaient très élevées. Donc on peut se demander comment il a pu considérer que c'était très élevé. En fait, il y a en général, les laboratoires se basent sur une recommandation qui a été éditée en 2003 par le ministère de la Culture et dont le contenu est le suivant. Ce sont des valeurs seuil au-dessus desquelles il y a un risque de voir apparaître des dégradations liées au sel. Alors on pourrait imaginer que ce sont des teneurs très très faibles, hein, des chlorures inférieures à 0,1%, ça paraît très très petit. Mais en fait, si on considère une pierre comme celle-ci, c'est une pierre de minier qui fait 10 cm de côté, une contamination de 0,1%, ça correspond à cette quantité de sel en fait que vous voyez ici. Hein. Donc j'ai demandé à... Voilà. Donc si on met cette quantité de sel dans 1 litre d'eau, qui est le volume de ce truc-là, si donc on le met dans 1 litre d'eau qui correspond au volume de cette pierre-là, on peut intuitivement penser que c'est salé. Et en fait, 0,1%, c'est salé, déjà. Voilà. Donc, François est en train de dissoudre les sels dans l'eau. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est éventuellement, à la pause café, vous proposer de goûter cette saumure, pour savoir si c'est salé ou pas. C'est extrêmement salé. Bien, pour continuer, merci François. Pour continuer, vous constatez également que pour les sulfates, alors je vais essayer d'opérer la manip qui consiste à changer. Et bien pour les sulfates, en fait, il y a deux teneurs. Hein. Il y a 0,1% s'il s'agit de sulfate de sodium, potassium, magnésium, et à peu près 5% s'il s'agit de sulfate de calcium. Bien pourquoi? C'est une recommandation qu'on ne retrouve pas chez nos voisins, notamment en Allemagne, où des recommandations de ce type ont été établies. Tout simplement parce qu'en France, on a beaucoup de roches calcaires. Dans les roches calcaires, le contact de la pollution atmosphérique se développe systématiquement. Se sont développées des déformations de gypse près de la surface, ce qu'on appelle plus ou moins, grosso modo, le sulfocalcin. Et en fait, le sulfocalcin n'est pas spécifiquement générateur de problèmes. Donc si on trouve 5% de gypse à la surface d'une pierre, eh ben, ça n'est pas spécialement dangereux. Par contre, les sulfates de sodium, de potassium et de magnésium peuvent être assez dangereux. Vous remarquez également, alors là vous avez le tableau en version simplifiée, c'est le même tableau, qu'il n'y a que les anions. Pourquoi y a-t-il que des anions et pas des cations? C'est un sel qui est formé d'un anion et éventuellement plusieurs cations. Eh bien tout simplement parce que d'une part parce que les anions sont plus spécifiques d'une pollution saline. Hein. Si on prend un cation comme le calcium il est partie constituante aussi de certaines roches, notamment les calcaires. Donc il n'a pas de spécificité. Mais il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait que ça coûte plus cher de doser les cations et les anions. Et également, c'est parce que vous voyez que si on considère des sels monoioniques, chlorure de sodium, et pas de sodium et de potassium, blabla, si on considère que les chlorures sont uniquement associées au sodium et qu'il n'y a pas d'autres chlorures dans votre matériau, et qu'on fait un petit calcul, on s'aperçoit que, vous voyez que les valeurs, ici, ça donne des valeurs de cations très petites, beaucoup plus petites que les valeurs en anions. C'est normal, c'est de la chimie, voilà, mais du coup, quand il y a des faibles quantités de sel, les anions seront toujours facilement détectables et les cations seront plus difficilement détectables. Alors, je me dirais, ça peut ne pas être des bonnes raisons, hein, mais ce sont des raisons. Alors, j'essaye. Alors, voilà un autre exemple. François vous a montré un exemple d'utilisation des analyses de sel.
Voilà un autre exemple. Alors, si on considère une pierre salée, une pierre contaminée, qui a été soumise à des remontées capillaires, elle est contaminée. D'une façon générale, vous avez toujours une concentration saline à la surface de l'objet. Et à l'intérieur de l'objet, une pollution qu'on va appeler pollution de fond. Dans le cas d'un dessalement par compresse, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à réduire la quantité de sel à la surface de l'objet, de façon à se retrouver en dessous de la valeur seuil. Mais, me direz-vous, pourquoi si peu profondément? Tout simplement parce qu'avec des compresses, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire un dessalement peu profond, relativement peu profond. Et ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de dessaler sur une profondeur suffisante pour ce qu'on va faire ensuite de l'objet. Par exemple, si vous voulez consolider, il faudrait pouvoir dessaler sur toute la profondeur à laquelle le consolidant va atteindre. De la même façon, si vous voulez appliquer un mortier par agréage, il faut que le mortier puisse tenir et puis que les échanges puissent se faire correctement. Le problème va être de déterminer la profondeur à laquelle vous allez dessaler, et ça, Anne va vous expliquer comment, plus tard. Ensuite, si par contre on veut, Anne Bourgès, je veux dire, qui va parler cet après-midi. Maintenant, si on veut essayer de faire fi de ces teneurs seuil, se dire c'est bon, je vais consolider. Et là, je voulais vous montrer ce petit exemple. Ce sont des éprouvettes de calcaire de minier qui ont été contaminées en laboratoire. Et ensuite, certaines d'entre elles ont été traitées avec un traitement consolidant à base de vacaroage. La plupart d'entre vous connaissent le silicate d'éthyle. Et ensuite, on s'est amusé à positionner ces éprouvettes, celles qui ne sont pas traitées, que vous avez là, et puis une série traitée pendant 6 mois sur le sommet de la basique Samy, et au bout du compte, on voit ça. Quoi. Ben, ce qui s'est passé, c'est que les éprouvettes contaminées, pourtant c'est pas beaucoup, vous voyez, c'est 0,3% de chlorure, c'est 3 fois la quantité du seuil. Et ben ces éprouvettes se sont retrouvées dans un état extrêmement préoccupant. Si ça avait été des œuvres d'art, on aurait été vraiment mal. Moralité, il ne faut pas consolider dans des zones qui ne sont pas consolidées. Deuxièmement, quand on consolide, il faut essayer de faire en sorte que les teneurs en sel, notamment en chlorure, je ne peux pas non plus tirer des conclusions hâtives de cette expérimentation, que les teneurs en chlorure soient très faibles, inférieures au sol. Maintenant, vous me direz, ah bah oui, c'est la pierre de minier, mais peut-être que pour d'autres pierres, ça serait pas pareil. Et effectivement, ces valeurs seuil ne prennent pas en compte un certain nombre de paramètres. Elles ne prennent pas en compte la résistance spécifique au sel des pierres, dont on sait qu'elle peut être différente d'une pierre à l'autre. Elles ne prennent pas en compte l'environnement atmosphérique dans lequel se trouvent déjà où vont se trouver les œuvres après leur restauration. Et elles ne tiennent pas non plus compte de la cinétique des altérations. Alors on va voir en détail ces choses-là. Un petit exemple d'une catastrophe, une expérimentation qui a été faite au sein du laboratoire sur la résistance au sel de pierres hydrofugées. Dans le cadre d'un programme de recherche auquel Rob participait, Rob Andis, qui vous a parlé précédemment, participait. Voilà, on a traité des éprouvettes avec du H224. C'est un polysilocane, c'est un produit hydrofuge. Ensuite, on a contaminé les éprouvettes par l'autre côté avec une solution saline de sulfate de sodium. Certes, c'est le pire des sels, mais on a voulu faire ça avec du sulfate de sodium. Et ensuite, on a fait sécher ces éprouvettes par la face traitée jusqu'à 90% de perte de poids totale. Et puis on constate les choses suivantes. Si on regarde les choses par la surface, on constate ici sur la verticale de gauche, vous avez des éprouvettes non hydrofugées, et puis ici des éprouvettes hydrofugées. Donc vous voyez qu'en termes de perte de pierre, quand c'est hydrofugé, il y a plus de masse de perte de pierre.
Et en fait, on s'aperçoit dans ce type de cas que la pierre de Saint-Maximin, vous voyez, n'a pas tenu le coup. Alors si on regarde les autres pierres, alors vous voyez sur ce tableau, vous avez toute une liste de pierres ici, sauf le plâtre qui n'est pas une pierre, quoique, avec des porosités grossièrement décroissantes, une capillarité grossièrement décroissante et des seuils qui ne sont pas du tout décroissants. En fait, on a des seuils de dégradation, des seuils à partir duquel ces éprouvettes hydrofugées se sont dégradées, qui ne sont pas du tout les mêmes selon la nature des pierres. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas bien pu comprendre pourquoi. Mais on constate notamment que certaines pierres ne se sont pas du tout dégradées. Des pierres comme le tuffeau, qui est réputé être une pierre fragile, en fait, dans le cadre de ces expérimentations, a tenu le coup jusqu'à 1,3% extrêmement sulfate. Et puis certaines pierres, le seul fait de les hydrofuger a provoqué des dégradations. Et en fait, si on rapproche ça de la recommandation du ministère de la Culture, on se trouve au ministère de la Culture, enfin avec ces recommandations, disons, des teneurs qui sont considérées comme moyennes. Voilà. Alors, deuxième type de limitation, une histoire d'environnement atmosphérique. J'ai choisi pour vous parler de cet exemple, un exemple assez connu qui a été publié par M. Lao au sujet de relevés qui ont été faits à l'intérieur de la crypte de l'église Sainte-Maria in Capitole à Cologne. M. Lao, avec des collègues, a fait pendant toute une année, alors est-ce que vous voyez ici, il s'agit d'un an. Ici, vous avez l'évolution de la température qui tourne autour de 20 degrés, et ici, l'évolution de l'humidité relative. Et ce que vous avez tout là-haut, c'est quelque chose d'assez intéressant qui a été fait. Pendant le relevé de l'humidité relative et de la température, on a veillé à regarder si les sels sortaient des murs. Et on s'aperçoit que l'association halite-nitratine, qui est l'association qui pollue ces murs, sort à partir du mois de 28-9, on est au mois de septembre, là, et ça va jusqu'à avril-mai. Et en fait, pourquoi donc? C'est tout simplement parce que lorsque l'humidité relative de l'endroit baisse au-dessous de 60-65%, on a apparition de ces efflorescences et des dégradations qui leur sont liées. Donc les sels cristallisent au-dessous de 60-65% d'humidité relative, et du coup la mesure conservatoire dans ce cas n'a pas été de dessaler. La mesure conservatoire a été d'arrêter le chauffage, tout simplement, pour essayer de faire remonter les humidités relatives de façon plus constante dans l'année et éviter au maximum ces épisodes de cristallisation des sels. Donc recommandation qu'il faut toujours garder à l'esprit, quand on peut, on ne dessale pas. Voilà. Par contre, là ça illustre aussi quelque chose à l'inverse. Si cette église n'était pas chauffée au départ et qu'on décide de la chauffer, évidemment, on va voir apparaître des dégradations. Et enfin, il est important de prendre en compte la cinétique des altérations. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous sommes toujours à Saint-Philibert de Dijon, nous y restons, parce que c'est une catastrophe également au niveau de l'intensité des altérations par les sels. M. Palot vous expliquera ça plus précisément. Eh bien, à Saint-Philibert de Dijon, la question qu'il faut se poser, et ailleurs aussi, c'est est-ce que les altérations progressent rapidement ou non? Et pour ça, une des méthodes, qui est simple, peu coûteuse, consiste à installer des tablettes pour récupérer les débris, peser les débris à intervalles réguliers pour voir si vraiment les choses vont vite ou pas. Parce que l'intervention, la rapidité de l'intervention va aussi dépendre de la cinétique de cette altération. Ces tablettes ont été posées dans le cadre d'une étude qui a été menée avec l'autorité de M. Palot par mon collègue Jean-Didier Merx. Il doit être quelque part dans la pièce. Alors en conclusion de tout ce qu'on a dit, il faut tenir compte de la nature des sels. Vous avez vu que des sels sont plus dangereux que d'autres. Il faut doser les cations
et les anions pour assurer un meilleur diagnostic. Par contre, il faut sélectionner les plus pertinents quand on est en phase, par exemple en phase de dessalement, c'est pas forcément nécessaire, enfin c'est jamais nécessaire de doser les nitrates s'il n'y en a pas. Hein. Voilà. Ensuite, il faut tenir compte de la nature du matériau. C'est très difficile, mais il y a déjà des études ou la pratique qui montre que le matériau peut résister pas mal, on en tient compte. De la vitesse d'altération, on en a parlé. De la profondeur à laquelle le prélèvement est effectué. C'est-à-dire si vous prélevez à cœur, vous aurez une pollution de fond. Si vous prélevez en surface, vous aurez toujours plus de sel. En plus, après un dessalement, si vous ne faites pas attention et que vous avez des méthodes qui vous emmènent les sels à l'intérieur, vous pouvez avoir des sels profondément ancrés à l'intérieur. Et là, il sera difficile de faire des interprétations. Donc, de façon générale, il faut faire des prélèvements à plusieurs profondeurs. Et du contexte architectural, est-ce qu'on est à l'intérieur, à l'extérieur? Quelles sont les conditions de conservation ultérieures? Et par conséquent, il ne faut pas se fier uniquement aux valeurs des teneurs en sel pour proposer une action de conservation. Il faut regarder les choses de façon globale, travailler de façon collégiale également, tenir en compte évidemment de l'histoire du monument pour pouvoir arriver à la meilleure décision en termes de conservation durable de l'objet. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Donc, on a un peu dépassé le temps. J'ai ici juste une question. Il y a une discussion générale en fin, donc là, si on peut donner un micro à la personne qui peut se présenter avant de poser sa question à Véronique et François. Christine Bloyer, je voulais juste remarquer que le XRD, c'est pas la seule méthode de reconnaître les sels. Il y a plus simple, c'est la microscopie. Et c'est peut-être même plus précis parce que, justement, si vous avez le thénardite, qui est le sulfate de sodium sans l'eau, vous le reconnaîtrez en microscopie très vite et vous voyez aussi qu'il est en train de perdre d'eau ou s'il est en bon état, etc. Il y a beaucoup d'observations que vous pouvez beaucoup mieux faire en microscopie qu'en XRD. Et puis j'aimerais rajouter que si on n'est pas géologue mais chimiste, on utilise aussi le FTIR. Ça va aussi, très bien. Pour les sels, alors le chlorure de sodium, c'est un peu difficile parce qu'il faut le prendre dans certaines... Oui, pas pour tous les sels, mais il y a aussi des sels qui nous échappent avec les XRD. Et alors là, d'autre part, je voudrais juste vous répondre pour je suis géologue de formation et j'ai fait pas mal de pétrographie. La pétrographie, ça se fait sur la mince, donc sur section, pour conserver les sels. Non, dispersion, pardon. D'accord. Dispersion de vos sels. Oui. Ça se peut, oui. Moi, je suis pas tout à fait persuadé. Je vais rajouter quelque chose. Alors, en fait, ce que mentionne Christine, c'est une technique qui a été mise au point par M. Arnold il y a une trentaine d'années, et qui consiste à observer les sels entre l'âme et la mince dans l'huile, en fait, et également à faire des tests microchimiques. C'est vrai qu'avec l'œil, si vous voulez, avec un entraînement, on arrive très facilement à déterminer la nature de sel en très très faible quantité. Donc c'est une technique qui est possible, qui est une technique de laboratoire. On peut difficilement faire ça sur le terrain, mais qui peut être extrêmement efficace. C'est complémentaire à la diffraction des rayons X.